Alors aujourd'hui on se retrouve dans ma salle à manger. J'espère que le son ça ira parce que c'est un peu plus grand que la chambre forcément. Ça a tendance à résonner un petit peu plus. Donc j'essaie de parler un petit peu plus fort que d'habitude pour que vous puissiez bien entendre. Voilà, j'avais envie de changer un petit peu parce que quand je filme dans la chambre sur le lit, je suis un petit peu avachie, comme on pourrait dire, et à force, ça fait un peu mal au dos. Donc là, j'ai un petit dossier pour essayer de m'appuyer un petit peu de temps en temps, ça va être un petit peu plus confortable. On se retrouve encore pour un update lecture, parce que j'ai pas mal lu ce mois-ci, et je voulais avancer à tout prix pour pas prendre trop de retard dans mes vidéos. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que vous savez que ça va pas durer 5 minutes la vidéo. Donc le premier livre dont je vais vous parler, c'est Mon midi, mon minuit d'Anna McParlin. Donc voilà, je vous montre la couverture un peu plus près. Donc j'avais déjà lu un livre de cet auteur qui était Les derniers jours de Rabbit Haze, dont je vous avais déjà parlé sur la chaîne aussi. J'ai lu celui-ci parce que il me tentait pas mal. Je pense pas qu'il était dans le Pumpkin Autumn Challenge, justement pour un petit peu lire d'autres choses que tout ce qui est centré sur le challenge de Gimose. Alors, sur ce livre, qu'est-ce que je peux vous dire? On va suivre l'histoire de Emma, donc c'est l'héroïne, c'est le personnage principal. On est tout de suite dans le vif du sujet, hein, vu qu'on la retrouve directement dans ses toilettes. Elle est en train de faire un test de grossesse et elle prie de toutes ses forces pour que ce soit négatif. Et au moment où elle s'apprête à découvrir le résultat, son mari, enfin son compagnon arrive, je pense pas qu'ils étaient mariés. Et donc du coup, elle voit que c'est négatif, elle le jette à la poubelle et ils s'en vont en soirée chez des amis qui ont eu un héritage, je crois, si je me rappelle bien. Et en fait, pendant cette soirée, il va se produire un drame, un gros drame, qui va tous bouleverser, qui va tous les bouleverser. Donc Emma, ainsi que ses amis. Donc je n'ai pas noté les noms hein, parce qu'il y en a quand même pas mal. Elle va devoir faire en sorte, enfin ils vont tous devoir faire en sorte de vivre, de se remettre à vivre normalement après ce qui s'est passé. Donc elle va avoir une période, Emma, où elle va être très déprimée, dépressive, elle va même presque plus se laver, plus manger, voilà. Et tous ses amis vont faire en sorte, ses amis, sa famille, son entourage, en fait, va faire en sorte qu'elle se sente mieux. Donc ça va être un petit peu compliqué, mais voilà, on va la voir évoluer au fil des chapitres. L'histoire, elle n'est pas très originale, mais voilà, c'est encore une fois une tranche de vie aussi que Anna McParlin nous livre. Sans vous dévoiler ce qui va se passer ensuite et à la fin, parce que je vois pas l'intérêt sinon, c'est une histoire qui était assez sympa à lire, qui va surtout nous parler de ce que chacun peut vivre dans sa vie, de bon ou de mauvais. Qu'il faut continuer à avancer malgré les épreuves de la vie. Donc ouais, ça fait tout de suite les grandes phrases un peu bateau, mais c'est un peu vrai. Pourtant, il y a quand même pas mal de sujets abordés dans ce livre qui sont assez sensibles, comme par exemple la mort, le deuil, la maternité, les crises de couple, mais c'est surtout un roman d'amitié. C'est-à-dire que ce qui était beaucoup mis en avant par l'auteur, c'est le fait que les amis sont vraiment là pour nous faire aller mieux, nous soutenir, que c'est bon d'avoir des amis en fait, comme si on ne le savait pas. Mais voilà, il n'y a rien de folichon, c'est juste que c'est un beau roman, une belle histoire sur l'amitié et sur la vie en général, voilà. Après, il n'y a pas vraiment de suspense hein, dans ce livre. Quand vous lisez les 2-3 premiers chapitres, vous savez déjà à peu près comment ça va se terminer. On passe des bons moments avec tous les personnages. Et voilà, ça va être essentiellement focalisé sur les relations entre Emma et tout son entourage, sans qu'il y ait plus de
d'action que ça en fait finalement, mais c'est un roman que j'ai lu quand même assez vite, presque d'une traite je pense, parce que il fait 400, à peu près 400 pages au format poche. Ouais, donc voilà, ça suit quand même relativement vite. C'était une bonne histoire. Alors après, il ne faut pas le comparer avec Rabbit Haze parce que ça, le sujet n'a rien à voir. Mais j'ai toujours autant apprécié la plume d'Anna McParlin, même si j'ai préféré les derniers jours de Rabbit Haze au niveau du sujet global et de la façon dont ça avait été traité. Voilà. Alors, on passe maintenant à une lecture que j'ai lue dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge, qui était pour les mythes, légendes et... au détour de Brocéliande, je crois. Je crois que c'était ça le thème. Donc, j'avais déjà lu Le Petit Prince, mais parce qu'en fait, à la base, j'avais vu une autre lecture, donc celle-ci. J'étais pas très sûre et j'avais lu Le Petit Prince pour être sûre, parce que j'avais vu que sur pas mal de piles à lire, il avait été validé. Donc voilà, je préférais jouer la sécurité. J'ai quand même lu ce beau petit pavé de 420 pages, 425 pages. Donc je vous le présente. Il s'agit du chat, légende, mythes et autres pouvoirs magiques. Enfin, et pouvoirs magiques d'ailleurs, pas autres. Je vous le cache pas, c'est la couverture qui m'a beaucoup attirée. Et aussi le résumé qu'on en faisait, hein, parce qu'on nous disait... tout le monde connaît l'imaginaire superstitieux qui entoure le chat noir et l'image d'Épinal, liant le chat et la sorcière. Mais nous sommes loin de connaître toutes les légendes inspirées de cet animal mystérieux. Chat devin, météorologue ou vampire, on a souvent prêté d'étranges pouvoirs au félin, dont la croyance populaire dit qu'il serait doté de 7 vies. Voilà, je ne vous ai pas tout lu, mais voilà. Globalement, en fait, on va nous raconter... comment le chat est perçu au niveau historique depuis, on va remonter jusqu'au temps des pharaons. Donc en fait c'est surtout un recueil de légendes et d'histoires qui ont été entendues, reportées, répertoriées, classées, voilà. Il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a pas, c'est pas vraiment un témoignage. Après on le croit pas. C'est voilà, c'est des histoires qui ont été racontées dans certains villages, dans certaines villes. Donc c'est chacun peut en prendre, en laisser. Ce qui était un peu fatigant dans ce livre, il y a eu 2 points. Donc, premièrement, j'ai noté pas moins de 530 notes de bas de page. Donc, entre les références à des ouvrages multiples, et je crois que c'est que ça d'ailleurs. Ouais. C'est des références à des ouvrages ou à des auteurs d'ouvrages, voilà, pendant tout le long du livre. Donc c'est un petit peu redondant. Bon, après c'est bien qu'il cite ses sources, hein, voilà. Le livre il est divisé en 3 parties. Donc la première partie, on va suivre le mythe du chat en général, partout, voilà. C'est un peu global en fait ce dont on va parler. En nous racontant des petites histoires, même si on cite certaines villes, voilà, mais c'est surtout répertorié par titre de petites histoires. Par exemple, là je prends le point 33, prodige démoniaque, 28, sous l'emprise du chat, 18, les chats, la mort et l'enfer. Voilà, c'est tous des petits textes qui vont nous parler d'un petit sujet précis. Donc ça c'était intéressant. Cette partie-là, c'est celle que j'ai préférée, je pense, parce que c'était la moins chiante, on va dire. Ensuite, dans la deuxième partie, on va nous parler des chats, du mythe du chat dans les régions. Donc, ça va être vraiment classé par région, en fait. Chats surnaturels des régions de France, exactement. Donc, ça commence à la page 199. Donc c'était assez intéressant quand même de voir les différences qu'il pouvait y avoir d'une région à l'autre concernant la façon dont le chat est perçu. Donc moi ce qui m'a surtout intéressé évidemment c'est de savoir comment il est perçu dans ma région, donc là où je vis, dans le Languedoc-Roussillon en général, et aussi dans ma région d'origine qui est le nord de la France, au cas où vous n'auriez pas entendu mon magnifique accent sur certains mots quelquefois, n'est-ce pas? Donc voilà, c'était quand même super intéressant de savoir un peu plus d'en savoir un peu plus sur le sujet. Et la troisième partie, qui est, il me semble, la plus courte, on va s'intéresser
aux chats dans les autres parties du monde. Donc pareil, on va voir comment le chat est perçu, les différentes histoires aussi qui ont fait du bruit dans les autres pays du monde. Donc là, par exemple, on a l'Allemagne, la Hollande, enfin les Pays-Bas. Après, on a la Pologne, l'Angleterre, voilà. Donc c'est pas énorme, énorme. Et après, on a un petit épilogue qui nous ramène un petit peu en Égypte. Comme si on avait fait en fait le tour, on part de l'Égypte, on fait le tour du monde et on revient en Égypte parce que c'est là où on a eu les premières images du chat. Alors, sachant que à la base, le chat, en gros, ce que j'ai retenu du livre, c'est que le chat, il a d'abord été associé aux divinités dans l'Égypte ancienne, au temps des pharaons. D'ailleurs, il y a même des dieux chats. C'est l'image du chat associée à certains pharaons, donc je ne saurais plus vous dire lesquels, hein, parce qu'il y a énormément d'infos. Et ensuite, ça va changer du tout au tout. En fait, le chat va vite être associé au mal, en particulier le chat noir, hein, évidemment, et aussi le chat roux. Donc on en a parlé pas mal parce que pour les gens, le chat roux, c'est un peu la marque du diable, parce que c'est comme s'il était un peu flamboyant. Enfin, bon, voilà. Alors, on a pas mal d'histoires qui se répètent énormément dans la deuxième partie. Donc c'est ça qui m'a un petit peu déçue en fait. Voilà, je pense garder le livre, mais je suis même pas certaine de le relire, donc je verrai. Mais voilà, c'était intéressant à lire une fois, mais comme je vous dis, c'était un peu redondant. Et voilà, je l'ai lu vraiment tout doucement celui-là en plusieurs fois parce que c'était un petit peu toujours la même chose à force. Le chat qui est associé au mal, le chat et la femme, donc avec les femmes qui se transforment en chatte enfin en chatte, oui. Les chats qui parlent. On va aussi beaucoup parler d'un chat que quelqu'un va trouver et qui vont l'emmener chez eux. Il va grossir jusqu'à devenir extrêmement lourd, limite à ne plus pouvoir le porter. Et le chat va se mettre à parler et leur dire oui, ben, si vous voulez pas qu'il vous arrive malheur, en gros, il faut me remettre là où vous m'avez trouvé. Voilà. Ensuite, on a aussi beaucoup d'histoires où un chat va un petit peu s'immiscer dans la vie d'un humain. Et si l'humain lui fait du mal et le chat se retrouve blessé, qu'il s'enfuit, très souvent dans ces histoires, on découvre le lendemain qu'une femme a été blessée. Donc c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui va, par exemple, couper la patte d'un chat parce qu'il l'a énervé, le lendemain, on va découvrir qu'une femme a une main en moins. Donc en fait, c'était surtout pour prouver qu'il y avait bien des femmes qui étaient un peu associées à la sorcière, au chat, qui pouvaient se transformer, voilà, etc. Après, ce que j'ai retenu aussi et qu'on nous a souvent répété, c'est que, en gros, si quelqu'un fait du mal au chat une fois, le chat est puni, il s'en va, il est vexé. Par contre, si la personne le tape une seconde fois, enfin le frappe ou le blesse une seconde fois, là le chat se transforme en diable et peut aller jusqu'à tuer la personne qui l'a importuné. Voilà, c'est tout ce que j'ai retenu vraiment de global sur le sujet. Comme je vous dis, c'était un petit peu long, un petit peu répétitif, c'était intéressant, mais assez impersonnel en fait. Voilà, j'aurais aimé peut-être avoir un petit peu plus l'avis de l'auteur, donc Christian Domergue, parce que je vous ai même pas dit le nom de l'auteur, je pense que vous l'avez lu. N'hésitez pas à venir me poser des questions si le sujet vous intéresse en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre parce qu'il y a quand même de quoi discuter sur ce livre. Alors le point positif, c'est que comme je ne sais pas si vous avez vu, j'ai quand même mis une ou deux petites notes sur des ouvrages qui m'intéressaient beaucoup. Alors par contre, ils sont extrêmement difficiles à trouver parce qu'ils datent du XVIIe siècle et de je ne sais plus quand d'ailleurs. Donc je vais essayer de regarder si j'arrive à les trouver et à me les procurer. Mais ça m'a donné aussi envie d'approfondir le sujet sur d'autres côtés du chat, d'autres aspects. Mais pas forcément voilà, région par région. Voilà, je verrai. Pour l'instant, j'en ai assez bavé. Pas bavé, mais voilà, j'en ai assez appris pour le moment.
Mais j'étais curieuse parce que j'ai moi-même plusieurs chats à la maison et voilà, le sujet m'a fortement intéressée. J'ai également fait une chronique sur mon blog, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir. J'ai détaillé d'autres points et je vous fais aussi un petit texte sur ce que la relation que j'ai avec mes chats en fait. Donc si ça vous intéresse et que vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir aussi, à mettre un commentaire. Ça, je verrai que vous êtes allé voir sur le blog. Je vais m'arrêter là pour ce livre parce que ça suffit. Alors, on continue avec une lecture. What the fuck? Oui. Pardonnez-moi cette expression, mais vous allez vite comprendre. Il s'agit du Bal des Vipères d'Horacio Castellano Moya. Donc, je vous montre la couverture. Voilà. Alors, je ne sais plus si je l'avais acheté sur Easy Cash, sur Momox ou Emmaüs, je me rappelle vraiment plus. Voilà. Comment dire? J'avais envie d'une petite lecture donc, qui sortait du Pumpkin Autumn Challenge, une lecture rapide, voilà, un petit livre de 150 pages à peine, qui se lise rapidement, voilà, pour que je passe à autre chose et une lecture un peu légère. Donc, le résumé m'avait pas mal intrigué, puisqu'on nous disait, dans les rues d'une capitale latino-américaine, Eduardo Sosa, un jeune homme désœuvré, décide de suivre l'intrigant Jacinto Bustillo, qui vit dans une voiture stationnée au pied d'un immeuble. Quelques heures et autant de gorgées d'alcool plus tard, l'étudiant chômeur tue le clochard pour se glisser à la fois dans la Chevrolet, jaune criard, et dans la personnalité de Jacinto, ou du moins celle qu'il imagine. Donc voilà, je vous passe les détails de la suite, sinon on en dit quand même pas mal. Donc ça m'avait intriguée, j'ai dit allez, je vais me tenter dans cette petite lecture. Alors, c'est très spécial. À la base, l'histoire, c'était une bonne idée, mais c'est parti complètement en cacahuète. Alors, on va suivre l'histoire d'Eduardo. Donc, ce jeune étudiant chômeur, enfin, mec, il est un petit peu quand même à la dérive. Il va être assez intrigué par l'arrivée d'un homme qui vit dans sa Chevrolet jaune. Qui va se garer toujours au même endroit et qui va un petit peu importuner la vie d'une boutique dans laquelle il va souvent. Et il va être tellement intrigué par cet homme qu'il va le suivre partout pour en savoir plus sur son sujet, sachant que l'homme n'est pas du tout commode. Jacinto, il n'est pas du tout commode. Il est très sale sur lui. Bon, en même temps, il est SDF, il vit dans sa voiture. Qui est aménagé d'ailleurs d'une drôle de façon à l'intérieur. Si vous avez l'occasion de le lire, vous comprendrez. Donc il va le suivre partout parce qu'à la base, Jacinto, il voulait pas lui répondre. Il voulait pas le calculer. En gros, fous-moi la paix, voilà. Mais sauf que Eduardo, il est tellement dérangé qu'il va le suivre partout où il va. Et il va découvrir un petit peu la façon dont il vit jusqu'à être amené à le tuer et prendre sa place. Déjà, tu te dis, bon, le mec, il a un souci dans sa tête, il tue quelqu'un, voilà, normal, sans raison. Il va en fait vivre comme Jacinto. Alors, au début, il critiquait un petit peu sa façon d'être, mais en fait, il prend vite sa place. Et il rentre très vite dans son personnage, sachant que ça m'a fait un petit peu penser à quelqu'un qui aurait une double personnalité ou plusieurs personnalités, et qu'il devenait complètement quelqu'un d'autre. Alors, il va être amené à faire plein de conneries. Alors, par conneries, j'entends tuer des gens. Voilà, c'est pas la petite bêtise du dimanche. Et quand il va commencer à vivre dans la voiture, il va se rendre compte, qu'il y a 4 vipères qui vivent dans la voiture. Alors, il va même pas être apeuré, le mec, il va trouver ça un petit peu chelou au début, mais il va se dire ok, pas de souci, machin, voilà. Et ces vipères, c'est un petit peu elles qui vont le pousser à tuer des gens. Alors déjà, les vipères, elles parlent. Donc on passe dans un truc un petit peu glauque, je vais pas dire thriller, mais voilà, le mec qui tue quelqu'un à un endroit où les vipères parlent.
J'ai pas trop compris, déjà ça m'a un petit peu surprise. Et ensuite, ils vont voilà, faire commettre plein de méfaits, en fait, si je peux dire ça comme ça. Euh, Jusqu'à un moment que j'ai pas aimé du tout dans le livre et j'ai d'ailleurs pas compris ce que ça faisait là. Eduardo va finir par avoir une relation charnelle avec les vipères. Oui, oui, vous avez bien compris. Alors, il me semble qu'en plus, au moment où ça se produit, il y a déjà une des vipères qui est morte, parce que bon, elle s'est fait liquider en fait dans un endroit où ils étaient partis tuer les gens. Donc, il y a une des vipères qui est morte. Donc, Eduardo l'a recueillie, enfin l'a récupérée, et ils l'ont mangée. Lui, il l'a mangée et il l'a donné à manger aux vipères. Déjà, c'est très barré. J'ai failli d'ailleurs arrêter de lire ce livre à un moment donné parce que je me suis dit, mais what the fuck? Vraiment, je me suis dit, mais pourquoi? Euh, et il va donc, bien sûr, ce n'est pas un livre à mettre entre toutes les mains hein, puisqu'il va se droguer, il va boire et il va donc il va tuer des gens. J'ai pas trop compris l'intérêt. Au même moment, en fait, donc il y a les premiers corps qui vont être découverts. Il y a une enquête qui va commencer, donc on va suivre, mais très 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 rapidement, un inspecteur qui va enquêter sur tous ces meurtres jusqu'à essayer de trouver qui en est l'auteur. Et donc, comme tout le monde voit la Chevrolet jaune, tout le monde pense que c'est Jacinto, mais personne ne sait qu'il est mort pour le moment. Donc tout le monde pense que c'est lui, même lui il est convaincu, Eduardo, qu'il ressemble à Jacinto. Enfin voilà, c'est un petit peu bizarre. Il y a une journaliste notamment qui va s'intéresser à son cas aussi et qui va un petit peu être la raison, non pas la raison, elle va être un petit peu celle qui va faire en sorte de le coincer ou de coincer Jacinto à la base. Euh, donc bref, il n'y a rien d'autre à dire de plus sur cette histoire parce que en gros Eduardo il va pas se faire attraper. Je vous spoil le livre, hein, désolé, mais franchement, vous loupez rien. Hein. Après, si ça vous intrigue de lire des histoires un petit peu cheloues et what the fuck, n'hésitez pas, mais je ne vous le recommande pas forcément. Alors après, voilà, chacun ses goûts, hein, comme on dit, mais voilà, c'est pas une histoire. Ah, si, elle va me marquer parce que j'ai pas aimé en fait, mais voilà, c'était vraiment space. Donc, Eduardo, il ne va pas se faire attraper. Il va réussir à s'échapper, mais en fait tout ça, ça va finir un petit peu en eau de boudin. Expression des années 80. Ouais, ça va finir vraiment, on va dire, mais tout ça pour ça. Vous voyez un petit peu le genre de truc, quand par exemple, des fois vous regardez un film, vous attendez qu'il se passe un truc super intéressant, une action de malade, et en fait, ben, pouf, ça retombe, et le film est fini. Et ben, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti en lisant ce livre. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous en dire au niveau de l'écriture? C'est une écriture trop simple pour moi, c'était vraiment trop simple. Les personnages, ils sont pas assez creusés évidemment, en 150 pages, c'est pas évident de creuser tout ça. Pourtant, ils sont quand même assez nombreux. Le tout en fait sous fond d'une histoire un peu invraisemblable, donc mélangée avec un petit peu des histoires un peu politiques, des cartels de drogue, enfin c'est vraiment bizarre. Après, peut-être que j'ai pas saisi le sens profond de cette histoire, mais y en a-t-il vraiment un? Voilà. Donc, comme je dis souvent, tous les livres ne sont pas faits pour nous faire réfléchir sur le sens de la vie, etc. Mais voilà, cette histoire, c'était vraiment un truc. Je l'ai lu, ouais, bah, ok, mais ça m'a avancé à rien du tout. Je l'aurais oublié l'année prochaine, quoi. D'ailleurs, je lui ai donné une note pas trop sympathique sur Livre Addict parce que ben, pour moi, j'ai gaspillé un petit peu mon argent. Bon, heureusement que je l'ai acheté d'occasion, hein, mais voilà. Donc désolée, mais moi, j'ai pas trop apprécié ce livre. Next. Alors, on passe maintenant à les 2 dernières lectures de cette vidéo. Et ce sont 2 coups de cœur. Mes 2 gros coups de cœur. Alors, je les ai lus dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. Je continuais d'avancer. Et je vais commencer tout de suite avec
une lecture que j'ai choisie parce qu'elle entrait dans la catégorie. Je vous remettrai comme d'habitude l'intitulé exact, mais il fallait choisir une couverture en rapport avec Halloween. Donc évidemment, j'ai choisi L'arbre d'Halloween de Ray Bradbury. Je vous montre la couverture ici. Voilà, donc clairement, hein, citrouille dans un arbre, c'est un petit peu étrange. Clairement, ça fait penser à Halloween, quoi. Alors j'étais moyennement emballée à la base quand j'ai lu le résumé. J'étais un petit peu intriguée, mais je partais pas, j'avais pas d'attente spécifique sur ce livre. Et ça a été une très 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 belle surprise. Alors j'ai beaucoup aimé. J'ai été emportée par cette histoire un petit peu onirique où on apprend beaucoup de choses sur les origines d'Halloween. Ça m'a vraiment plu. On va suivre donc 8 enfants qui devaient se rejoindre pour fêter Halloween, donc avec un neuvième enfant, pour aller faire la fameuse chasse aux bonbons en leur demandant un don ou terrain d'un don, je crois, c'était ça la phrase, donc en gros des bonbons ou un sort, mais à leur version quoi. En fait, il y a un de leurs amis qui est un petit peu souffrant, donc cet ami c'est Pipkin, je crois. Ouais. Donc leur ami Pipkin est malade. Donc au début, il le voit arriver dans la rue en fait en marchant difficilement. Et c'est lui un petit peu qui a organisé la chasse d'Halloween parce que il adore cette période. C'est toujours lui qui a des super bonnes idées, des trucs qui font toujours peur. D'ailleurs, il le vénère un petit peu dans le groupe. Et d'ailleurs, il a trouvé une maison à aller visiter le soir d'Halloween qui est hors des limites de la ville. Donc il leur donne rendez-vous là-bas en leur disant qu'il va les rejoindre. Donc déjà on voit qu'il est un peu mal en point, il se tient sur le côté, il se plie en deux. On se dit bon il couvre un sale truc ou alors il a une gastro ou je ne sais pas trop ce qu'il a en fait. Ils vont aller à ce point de rendez-vous qui est une maison qui est censée les faire flipper, enfin qui va les faire un peu flipper. L'atmosphère, elle est très particulière. J'ai beaucoup aimé. Alors, c'était un petit peu. C'était pas flippant. C'était un peu. Ça faisait un petit peu peur. Mais pas de la peur, genre. Pas de la vraie peur. C'était beaucoup plus intriguant qu'autre chose, je pense. Très, très intriguant parce que c'était un endroit très spécial. La description de la maison, elle est un peu succincte, mais c'est surtout les éléments qu'on va découvrir après qui vont nous faire comprendre comment elle est faite, cette maison. Donc en gros, nos 8 personnages, tout au long du livre, ils vont ne faire que chercher leur ami Pipkin. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont rencontrer un personnage dans la maison, vers l'arbre justement, donc le fameux arbre d'Halloween, qui s'appelle Monsuaire. Donc déjà, Monsuaire, moi, ça m'a fait penser tout de suite au mot mortuaire. Voilà, donc j'ai assez vite fait un rapprochement dans ma tête. Et en fait, ce personnage, donc Monsuaire, il va les guider tout au long du livre dans un beau voyage pour découvrir les fameuses origines d'Halloween. Voilà, sachant que chaque enfant a un déguisement différent, donc il y en a un qui est déguisé en sorcière, un autre en momie, un autre en squelette, en zombie, je sais plus. Et voilà, ils ont 8 déguisements complètement différents. Et il va leur poser la question, mais est-ce que vous savez pourquoi vous êtes déguisés comme ça? Qu'est-ce que ça signifie? D'où ça vient? Voilà. On va commencer donc avec l'Égypte, encore une fois. Donc j'aime bien en fait ce premier voyage. Donc forcément avec la personne qui est mise en momie. Donc on va aller un petit peu partout. Je ne vais pas vous détailler tous les endroits où ils vont parce que ce serait un petit peu vous gâcher. Voilà, je vais juste vous citer, mais je ne vais pas décrire tout ce qui se passe. Donc on va aller de l'Égypte, de la Grèce antique à la préhistoire. Donc c'est également un voyage dans le temps en fait. On ne va pas seulement passer de pays en pays ou de région en région. On va vraiment
faire des bonds dans le temps. Donc j'ai dit l'Égypte, la Grèce antique, la préhistoire, on va aller aussi en Europe, en Angleterre, au Mexique, en Irlande, voilà. C'était vraiment super intéressant. Donc à chaque fois qu'ils vont se retrouver dans un endroit, dans un pays, il va y avoir des descriptions faites, voilà. Et on va en gros connaître pourquoi Halloween est arrivé en Amérique. Sachant que moi, un de ceux que j'ai plus apprécié, c'est la partie sur le Mexique avec le fameux Dia de los Muertos. Donc on explique pourquoi en fait les morts sont célébrés. Parce qu'en gros, chaque pays a son jour pour célébrer ses morts, en fait, hein, tout simplement. Et c'était super intéressant et j'ai beaucoup aimé ce passage. Ensuite, voilà, ce que j'ai le plus apprécié, en fait, dans le livre, c'était vraiment le côté poétique, en fait. Enfin, l'écriture. Voilà, je m'en doutais que ça allait faire ça. Donc ce que j'ai le plus apprécié dans ce livre, c'était bon, l'écriture et plus particulièrement l'écriture au niveau du personnage de Monsuer, donc qui pour moi représente la mort, hein, évidemment. L'écriture, elle était super belle. Alors, il y avait pas mal de mots un petit peu recherchés quand même dans ce livre, donc ça m'a quand même assez plu. Parce que même si à la base c'est censé être un conte, on est entre les deux en fait, entre de la poésie et entre de la prose. Parce qu'il y a beaucoup de figures de style, donc il y a des comparaisons, il y a des... Parce que voilà, c'est très imagé. Je vous renvoie tout de suite à mon article sur le blog parce que je l'ai beaucoup plus détaillé au niveau de ce passage-là, en fait, au niveau de l'écriture, sur mon avis en tout cas. Il y avait aussi beaucoup de passages assez poétiques parce qu'on remarque très vite que les phrases de Monsuer riment. Donc tantôt ce sont des rimes, tantôt. Donc ce sont des rimes embrassées, des rimes suivies ou des rimes croisées. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'était de temps en temps. Voilà, c'était pas tout un livre écrit en rime ou voilà. Ça m'a énormément plu. Donc il y a quand même aussi beaucoup de sujets difficiles qui sont abordés dans ce livre, comme le sens de la vie, l'amitié, le sacrifice, l'acceptation de la mort, et que c'est normal de ressentir un peu de peur vis-à-vis de la mort, en fait, hein, tout simplement. Et la fin du livre, on s'y attendait plus ou moins, mais ça m'a plu en fait. Je sais pas comment expliquer. C'était assez particulier comme ambiance. Hein. On sent que c'est une atmosphère un petit peu. Il y a un petit peu de tension. Et en même temps, ce personnage de Monsuer, il est vraiment bienveillant envers les enfants. Alors qu'au début, on pensait que c'était un méchant, hein, clairement. Mais en fait, il est hyper bienveillant sur les enfants. Envers les enfants plutôt. Et voilà, ça m'a énormément plu. Alors, je pourrais encore en parler pendant des heures, peut-être. Mais voilà, je veux pas que ce soit trop répétitif ce que je vais dire. Donc comme je vous disais, je vous renvoie directement à mon article sur mon blog où je parle un petit peu plus de l'écriture et de ce que ça m'a fait ressentir. Parce que j'ai peut-être oublié quelques éléments depuis le moment où je l'ai lu. Hein, voilà. Donc c'en est tout pour ce livre. Et on passe maintenant au dernier. Ma dernière lecture de cette vidéo, qui était encore une fois un coup de cœur et que je n'aurais pas dû attendre si longtemps pour le lire. Il s'agit de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs, donc le premier tome. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça, j'avais envie. J'ai beaucoup aimé, mais je m'en doutais, hein, j'allais aimer. Donc je pense que la plupart d'entre vous connaît cette saga. Je vous lis, pour ceux qui ne connaîtraient pas ou qui ne s'en rappellent pas trop, le résumé c'est: depuis qu'il est enfant, Jacob écoute les récits fabuleux de son grand-père. Ce dernier lui a souvent parlé de l'orphelinat de Miss Peregrine, peuplé d'enfants particuliers, doués de capacités surnaturelles. Un soir, Jacob, qui a maintenant 16 ans, trouve son grand-père mortellement blessé par une créature qui s'enfuit sous ses yeux.
Bouleversé, il part en quête de vérité et découvre le pensionnat en ruine. Les enfants particuliers ont bel et bien existé, mais sont-ils toujours en vie? Alors, ça m'a beaucoup plu. Donc, comme dit dans le petit résumé, hein, on va suivre on va suivre Jacob, qui nous raconte l'histoire de sa vie en fait, parce que je crois que c'est à la première personne. Je ne sais plus, enfin, je sais plus trop. Donc il va nous parler au début de son grand-père qui lui a toujours raconté des histoires étranges dans son enfance, des histoires un petit peu tirées par les cheveux qu'on pouvait faire avaler à un gamin en fait. Et lui montrer des photos que lui pensait truquées avec justement des enfants, des personnes dessus qui étaient soi-disant en lévitation ou alors avec des abeilles dans le ventre ou d'un homme qui était très fort et qui soulevait un rocher. Enfin voilà, c'était un petit peu bizarre. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que le grand-père de Jacob va mourir, hein, donc comme dit dans le résumé. Et Jacob, quand il va le retrouver, il va apercevoir quelque chose dans les feuillages, enfin aux alentours, comme deux yeux en fait qui le scrutent et il va essayer de voir d'où ça vient, mais sans plus quoi. La chose va partir. Quand il découvre son grand-père, il est avec un ami qui lui, ne va pas du tout voir ce que lui voit. Ce jeune homme, Jacob, il a une vie un petit peu banale, ennuyeuse. Voilà, il rêverait qu'il lui arrive, il rêve d'aventure, en gros, il rêve qu'il lui arrive des choses. Non, j'arrive. Il rêverait de vivre des choses. Ouais, ça se dit. Je bug un peu là. Il rêverait de vivre des choses un petit peu extraordinaires qui sortent de son quotidien triste. Donc sa famille le croit un petit peu fou à cause de la mort de son grand-père parce qu'il dit avoir vu des choses à cette période-là et il est omnibulé par les photos et ce que son grand-père lui a dit juste avant de mourir. Lui a dit de trouver le corbeau sur un endroit spécifique sur l'île de Cairnrolm, je crois que ça se prononce. Alors, ça se passe plus ou moins de nos jours, hein, donc à la base. Et il va se rendre sur l'île parce que, comme il n'a que 16 ans, il faut qu'il soit accompagné d'un adulte. Donc, son père va venir avec lui parce que lui est passionné par l'ornithologie. Et il prend des photos, je crois. Non, il écrit des livres. Il écrit des livres, donc là, il veut écrire un livre sur les oiseaux. Donc, en explorant l'île, Jacob va trouver en fait le pensionnat en ruine. Donc tout de suite, ça va le faire penser à son grand-père. Ça va lui faire penser. Ça va le faire penser. Oh là là, je sais plus parler. Il va penser à son grand-père et d'un seul coup, il va dire mais qu'est-ce que je fous là. Il va repartir parce qu'il se dit que c'est complètement impossible, que ça n'a pas pu exister, que c'est sorti de son imagination et que le vieil homme était peut-être un petit peu fou. Mais il va être amené à y revenir assez rapidement pour fouiller aux alentours parce qu'il va être omnibulé par ce qu'il a vu là-bas. Et il va trouver une valise avec d'autres photos. Et en se penchant un petit peu plus sur le sujet, il va se mettre sur un lit et en arrivant dans la chambre, il va être persuadé que c'était la chambre de son grand-père. Enfin, voilà. Et il va se faire surprendre par une enfant, donc par Emma. Et il va entendre d'autres voix aussi. Elle va partir, il va la poursuivre en dehors de la maison. Il va arriver dans la cambrousse, en fait, je ne sais plus trop où exactement. Et en fait, il va se retrouver, je crois, dans un arbre, dans un tronc d'arbre. Et il va se retrouver dans ce qu'on appelle la boucle. Donc, en rencontrant également la fameuse Miss Peregrine. Et donc là, en fait, il va faire la connaissance de Miss Peregrine et de tous les enfants particuliers. Et il va se rendre compte aussi que l'histoire pour eux ne se passe pas au même moment, c'est-à-dire qu'ils sont bloqués à une date précise qui est le 3 septembre, je crois. 3 septembre 1944. 40, je sais plus, oh là là, je suis une catastrophe comme d'habitude. Je vous retrouverai cette information au moment de monter la vidéo. Hein.
Et en fait, donc c'est-à-dire que la boucle, c'est quelque chose qui a été créé par Miss Peregrine afin que ils revivent tous les jours la même journée. Parce qu'en fait, ce fameux 3 septembre, il y a eu un bombardement et c'est ce jour-là que l'école a été, enfin que le pensionnat a été détruit. Donc Jacob va aller de surprise en surprise. Évidemment, dans ce livre, il va y avoir les méchants, donc plusieurs méchants évidemment, ceux qui veulent du mal aux enfants particuliers, parce que vous vous doutez bien que s'il y a des enfants avec des pouvoirs, eh bien, ça va attirer la convoitise et la méchanceté d'autres personnes. Euh, ils vont être en gros menacés par les personnes, enfin, les choses qui ont tué son grand-père. Voilà, je vais pas vous en dire plus parce qu'après il y a pas mal d'éléments qui sont mieux si vous les découvrez par vous-même. Au niveau de l'écriture, c'était assez fluide. Alors ce livre, c'était un véritable page turner, comme on dit. C'est-à-dire que voilà, quand j'ai lu, je pouvais pas m'arrêter. J'étais à fond, je lisais, je lisais, je lisais. Alors je précise que je n'ai pas vu le film. Donc je pense le regarder, mais une fois que j'aurai lu toute la série. Donc je crois qu'il y a 3 tomes qui sont sortis et qu'il y en a un quatrième qui va sortir bientôt, qui est déjà sorti ou qui sort en anglais et qui doit encore sortir en français. Donc j'attendrai, je pense, d'avoir lu au moins les 3 premiers pour regarder le film. Parce que je pense que les films, il va peut-être en avoir plusieurs aussi. Parce que voilà, j'ai adoré cet univers. On est vraiment entre du Tim Burton et du Disney. Hein. C'est vraiment spécial, dans le bon sens du terme. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans le livre, ce sont les petites photos à chaque fois qui sont incluses, donc qui ont toujours un rapport avec l'histoire. Donc voilà, je vous en montre quelques-unes. Là ici, vous voyez. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Voilà. Voilà, donc c'est assez. C'était très très intéressant. Alors, par contre, j'ai un petit peu déçue parce que je suis dégoûtée parce que mon livre, quand il est arrivé via Amazon, il y a une grande griffure. Je sais pas si vous la voyez ici. Voilà, elle fait tout le long là. Mais bon, c'est pas grave. J'aime bien cette édition parce que le format il tient bien en main. C'est ni trop grand ni trop petit. C'est assez large. C'est assez aéré. C'est pas écrit trop petit, je trouve. Perso. Voilà. J'ai déjà lu des livres pires que ça. Hein. Donc même s'il fait 400 pages à peu près, un peu plus de 400 pages, j'ai vraiment aimé. Ça s'est lu vraiment tout seul. Voilà, j'ai hâte de lire le tome 2. Alors j'avais dit que j'allais plus acheter de livres jusqu'à la fin de l'année, mais je vais peut-être craquer pour Miss Peregrine, le tome 2. Ouais, ou alors j'attendrai Noël, je vais être un petit peu raisonnable. C'est pas comme si j'avais pas de livres à lire dans ma bibliothèque. Hein. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de retrouver la suite des aventures de Jacob et de tous ses petits amis. Parce qu'en plus, voilà, on est laissé sur une fin très. Je m'attendais pas trop à cette fin en fait. Et c'est super intriguant et ça me donne envie de lire le deuxième tome juste après en fait. Voilà. Alors j'en ai terminé avec cette vidéo, je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà un petit moment que je papote, n'est-ce pas? Je vais essayer de vous filmer juste à la suite un book haul parce que ça fait longtemps et que ça me fera des vidéos d'avance pour quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas encore. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé ces livres que je vous ai présentés. N'hésitez pas à me dire en commentaire, comme d'habitude, si vous en avez lu, ce que vous en avez pensé. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui connaissent Miss Peregrine et l'arbre d'Halloween parce que ils ont beaucoup passé, ils ont beaucoup tourné aussi sur Instagram. Alors n'hésitez pas en commentaire à me dire les personnages que vous avez préférés, les petits points d'intrigue qui vous ont dérangé ou pas. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, ça m'encouragera pour la suite. Et si vous voulez être au courant d'autres vidéos que je vais filmer bientôt, enfin que je vais poster ou de regarder les anciennes aussi, parce que vous pouvez le faire, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit.
Et comme ça, vous verrez mon évolution. Déjà, je pense avoir pas mal, enfin pas mal, un petit peu évolué depuis le début. Déjà, je suis un peu plus à l'aise pour vous parler. Je vous dis à très bientôt, je vous fais des bisous et portez-vous bien. Ciao ciao.